الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé le plus rapidement avec les dernières nouvelles et ce en toute primeur. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 134e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait tout simplement notre petite discussion à chaque fois entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia se consacre à ce que j'ai pu intituler ici les néo-partenariats ou encore les néoclamismes, en se consacrant d'abord à cette crise entre le Maroc et l'Espagne, où le roi du Maroc annonce l'ouverture d'une nouvelle étape avec cette Espagne, ce qui est ici appelé le néo-partenariat. Mais alors que Pedro Sánchez, ce chef du gouvernement espagnol, et la présidente de la Commission européenne saluent le discours du souverain du 20 août dernier. Par contre, cette même Espagne a procédé à une expéditive mesure d'expulsion vers son pays d'un célèbre lanceur d'alerte algérien où une bataille rangée se déroule au sein du régime de la junte militaire pour le poste de commandant des forces terrestres de l'armée. Et c'est ce qui est appelé en seconde partie de l'intitulé du titre, c'est-à-dire les néo-clanismes dans ce pays. Et cette guerre des clans, justement, de cette junte militaire, nous rappelle, oui, nous rappelle lorsqu'un certain colonel mettait le nord de l'Algérie à feu et à sang. Donc revenons-en à ce discours du roi Mohamed VI dans lequel il annonce donc l'ouverture d'une nouvelle étape dans les relations avec l'Espagne. Toutefois, le souverain a tenu à préciser dans un message au gouvernement de coalition de gauche au pouvoir à Madrid que le Maroc, oui, n'accepte pas que ses intérêts supérieurs soient malmenés. Le gouvernement et les médias en Espagne devraient être satisfaits en principe de la teneur du discours de Mohamed VI prononcé à l'occasion de la commémoration du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple ce vendredi 20 août dernier. Et contrairement à son allocution à la fête du trône du 31 juillet dernier, réservée notamment à la main tendue à l'Algérie, le souverain a consacré une partie de son discours aux voisins ibériques cette fois, annonçant d'ailleurs son ambition d'ouvrir une nouvelle étape dans l'histoire des relations entre les deux pays, mais sous d'autres conditions. Oui, dans sa phrase, nous avons à cœur de renforcer les fondements classiques qui sous-tendent ces relations à la faveur d'une compréhension conjointe, les intérêts de nos deux pays voisins, a-t-il souhaité. Et le souverain a par ailleurs fait état de l'ouverture d'un dialogue afin de tourner la page des tensions sans précédent entre Rabat et Madrid, résultant des conditions de l'hospitalisation de ce pseudo-chef du Polisario, ce Brahim Ghali alias Ben Batouche, en Espagne. Rappelons-nous, c'est tout récent. J'ai suivi
Donc le roi lui-même a suivi, et j'ai suivi personnellement et directement le processus de dialogue ainsi que l'évolution des discussions. Le but n'était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l'opportunité pour redéfinir, oui, pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations, a précisé le souverain. En effet, cette volonté de la part du Maroc de redéfinir, bien précis, donc de redéfinir les fondements de ses rapports avec son voisin du Nord, qui explique que l'actuel ministre des Affaires étrangères, ce José Manuel Alvarez, a réservé son premier voyage officiel à l'étranger, à Londres, et non pas à Rabat. Dans son discours, Mohamed VI a réaffirmé son engagement à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président Pedro Sánchez afin d'inaugurer une étape inédite dans les relations entre nos deux pays, ajoutant que désormais celles-ci devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements. Si la détermination du roi de tourner la page de l'accueil de ce Brahim Khalid ibn Battouche ne souffre la moindre équivoque, il a tenu à préciser que le Maroc n'accepte pas que ses intérêts supérieurs soient malmenés. Corrélativement, il s'attache à fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins. C'est même logique qui commande nos choix dans la relation que nous entretenons actuellement avec notre voisin, l'Espagne. Le discours du roi du 20 août dernier a été précédé par deux moments forts. L'opération du retour controversé des mineurs marocains entrés à Ceuta lors du grand exode des 17 et 18 mai dernier, et par l'annonce faite par Amina Ben Khadra. L'annonce donc faite par Amina Ben Khadra, la directrice de l'Office national des hydrocarbures et des mines, cette fameuse ONHYM, ONIM, quant à la volonté du royaume de renouveler le contrat du gazoduc Maghreb-Europe devant expirer, lui, le 31 octobre prochain. Et dans son premier commentaire sur le dernier discours du roi Mohamed VI, le président du gouvernement espagnol, ce Pedro Sánchez, a considéré cette allocution comme une opportunité pour redéfinir les relations entre les deux pays. Les représentants de l'Union européenne ont plaidé pour un rapprochement et le discours du roi Mohamed VI du 20 août dernier a volé la vedette à la visite effectuée ce samedi 21 août à un centre d'accueil installé à la base aérienne de Torrejón de Ardoz à l'est de Madrid, où des avions d'évacuation arrivent en provenance d'Afghanistan par Pedro Sánchez, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel. Lors du point de presse des trois responsables, les questions des journalistes espagnols se sont focalisées sur l'allocution royale, marquée par la détermination de Mohamed VI d'ouvrir une nouvelle étape dans les relations avec l'Espagne. Je crois que de chaque crise découle une opportunité. Et je crois que le discours de Sa Majesté le Roi constitue une grande opportunité pour redéfinir les relations entre les deux pays et les piliers sur lesquels elles reposent, a souligné le chef du gouvernement espagnol. Le premier concerné par la teneur du discours du souverain marocain. C'est sur la confiance, le respect, la collaboration présente et future que nous pouvons bâtir des relations plus solides
que celle que nous entretenons actuellement, a fait remarquer Pedro Sanchez, ajoutant même que le Maroc et l'Espagne sont des alliés, des voisins et des amis. Des éloges au partenariat Maroc-Union européenne, sans évoquer Brahim Ghali, ce Brahim Ghali, connu sous l'identité en Algérie de Mohamed Ben Battouche. Et de son côté, la présidente de l'exécutif européen a rappelé que le Maroc et l'Union européenne sont deux partenaires stratégiques et il est important de maintenir cette relation et la consolider. Même son de cloche auprès du président du Conseil européen, ce Charles Michel. Le Maroc est un partenaire pour l'Espagne et pour l'Union européenne. Et nous souhaitons effectivement pouvoir continuer à être engagés pour approfondir ce partenariat qui est essentiel entre le Maroc et l'Union européenne, a indiqué l'ancien Premier ministre belge. Pour l'heure, les véritables causes de la crise entre le Maroc et l'Espagne sont mises sous le boisseau. Les principaux acteurs évitent d'aborder l'accueil de ce chef du Polisario, ce Ben Battouche Brahim Ghali, et surtout la position de l'exécutif espagnol sur la marocanité du Sahara, ainsi que le soutien actif d'Unidas Podemos, membre de la coalition gouvernementale de gauche au pouvoir à Madrid, au mouvement séparatiste. Et c'est comme cela que nous apprenons que ces mêmes autorités espagnoles ont procédé dernièrement, récemment même, à la mise en application de la mesure d'expulsion vers l'Algérie du célèbre cyberactiviste algérien Mohamed Abdallah, le 20 août dernier, et qui a suscité l'émoi sur la toile et sur le terrain. Des recours avaient pourtant été déposés pour éviter à ce lanceur d'alerte de subir, comme d'autres prisonniers politiques, la torture dans les geôles algériennes, voire la mort, et rien n'y a fait. L'Espagne l'a remis à l'Algérie. Ce 20 août, dans l'après-midi, à la veille d'un week-end calme, de la fin des vacances, le couperet est tombé par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur espagnol, Rafael Pérez Ruiz. Et l'avocate espagnole de Mohamed Abdallah a reçu l'annonce que son client était en passe d'être extradé. Et il faut dire que Mohamed Abdallah a tout de suite deviné et compris les raisons pour lesquelles un test PCR lui avait été imposé, ainsi qu'à ses 33 co-détenus. Ils ont alors immédiatement débuté une grève de la faim en signe de protestation. Et dans la nuit, ils ont tous été transférés du centre de détention Zona Franca à Barcelone vers la ville littorale d'Almeria pour qu'ils embarquent en direction de Razaouet en Algérie. Gendarmes algériens, oui, gendarmes étaient gendarmes algériens, objecteurs de conscience, lanceurs d'alerte et militants surtout pour un État civil et de droit. Mohamed Abdallah était chargé de la prise de vue aérienne militaire aux frontières algéro-tunisiennes quand il décide de dénoncer tout simplement la corruption. Inquiété, il a dû s'exiler avec femme et enfants et demander l'asile politique à l'Espagne. Voilà bientôt 3 ans. Mohamed Abdallah, un homme sobre, charismatique et au verbe fort en langue arabe, est très suivi sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois victime de censure sur la toile, il rebondit toujours avec une simplicité déconcertante, à l'instar des Amir des ou Mohamed Al-Arbi Zitout, avec qui il entretient une amitié solidaire entre opposants politiques. Tous trois
font d'ailleurs l'objet de mandats d'arrêt internationaux à l'initiative de ce pouvoir algérien. Et l'épouse de Mohamed Abdallah a vainement réclamé des nouvelles de son mari, préférant rester toute la journée devant le centre de détention barcelonais, cette zona franca. Saisie d'effroi, puis en proie à une crise aiguë de désespoir, elle a fini par apprendre qu'il aura été, selon la terminologie juridique, expulsé plutôt qu'extradé, dans l'attente de voies de recours qui n'auront jamais été tentées, puisque Mohamed Abdallah aura été expulsé bien avant cela. Assia Geshoud, militante basée à Strasbourg et chargée de la coordination de l'action contre l'extradition de Mohamed Abdallah, a précisé que selon elle, que c'est le ministère de l'Intérieur qui est à l'origine de cette volonté d'expulsion au pas de charge. Il a fait fi à la fois du ministère de la Justice espagnol et de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui a instamment réclamé un complément d'information. Choquée, la diaspora algérienne a tenu à exprimer son refus de cette décision inique en organisant des sittings devant les différentes ambassades espagnoles à travers le monde, telles qu'à Bruxelles, New York, Londres, etc. Ce dimanche 22 août, une marche a été organisée à 13 h, allant de la place de la République vers la place de la Nation. Et l'émotion était grande, car depuis quelques heures, on sait que le bateau transportant Mohamed Abdallah et ses co-détenus est arrivé au port de Razawat en Algérie, depuis lequel Mohamed Abdallah a été acheminé vers la capitale Alger. Quand les forces de Frontex avaient intercepté Brahim Chemseddine Al-Alami dans les eaux territoriales espagnoles pour ensuite le livrer à la junte d'Alger. Cela avait déjà constitué pour l'Espagne un précédent, sorte d'appel d'air terrible pour les pays d'Europe, où les mouvements de droite identitaires sont de plus en plus décomplexés et surtout à l'affût du moindre exemple. Et ces partis de droite identitaires, connaissant un succès politique grandissant, les expulsions et les extraditions pourraient donc se multiplier s'ils arrivaient au pouvoir. Des expulsions et des extraditions qui pourraient se multiplier vers un pays où des luttes de clans qui démontrent et qui redémontrent une inquiétante instabilité de ce régime algérien envers Kaki. En effet, le poste de commandant des forces terrestres de l'armée algérienne, le fameux CFT, commandant des forces terrestres, le patron militaire de la partie terre, qui est un poste stratégique par lequel sont passés la majorité écrasante des patrons du chef d'état-major de l'armée algérienne. Ce poste suscite une véritable bataille rangée depuis bientôt 4 mois. Oui, vous avez bien entendu, ce poste suscite une véritable bataille rangée, oui, une guerre des clans depuis bientôt 4 mois, ce qui est une habitude pour ce régime. L'homme qui occupe actuellement ce poste a demandé la permission de partir et d'être déchargé de ses lourdes responsabilités en raison d'une dangereuse maladie qui le ronge profondément. En effet, l'actuel commandant des forces terrestres et ce général-major
Ammar Athamnia, qui a remplacé dans ce poste ce vieillard de Saïd Chengriha le 10 mars 2020. Eh bien, ce Ammar Athamnia souffre d'un cancer qui a atteint un stade très avancé. C'est lui-même qui a demandé officiellement à l'état-major de l'ANP, cette armée nationale populaire, à cette pseudo-présidence de la République, de le libérer de ses responsabilités pour se consacrer exclusivement à ses soins intensifs, ce qui est légitime. Cette demande a été formulée par le général-major Ammar Athamnia il y a de cela près de 4 mois. Mais jusqu'à aujourd'hui, encore, son remplacement n'a pas pu se faire, tout simplement. Et pour cause. L'identité et le choix de son remplaçant sont une division au sein de ce régime algérien. De son côté, le patron de l'état-major de l'armée nationale et populaire, cette ANP, ce Shahid Saïd Chengriha, milite ouvertement pour la nomination du général-major Mostafa Smaili, l'actuel patron de la 3e région militaire à Béchar et l'ancien adjoint au chef de la 2e région militaire à Oran. Et ce Mostafa Smaili bénéficie d'une grande confiance de la part de ce Saïd Chengriha qui voit en lui son fidèle poulain, son porteur de sous. Voilà, tout simplement. Et le patron de l'ANP veut ainsi placer l'un de ses fidèles collaborateurs à la tête du névralgique poste de commandant du CFT, oui, commandant des forces terrestres. Cependant, ce choix ne fait pas l'unanimité au sein du Sérail, puisque au sein du palais présidentiel El Mouradia, on préfère un autre candidat à ce poste sensible. Et ce soi-disant président athée et ses conseillers veulent privilégier le général-major Ali Sidan, commandant de première région militaire. Ce dernier est également soutenu et largement apprécié par un autre poids lourd de l'institution militaire algérienne. Il s'agit du général d'armée Ben Ali, actuellement chef de la garde républicaine, qui fait également du lobbying en faveur de Ali Sidan pour lui permettre de grimper encore les échelons et devenir le prochain CFT, commandant des forces terrestres. On ne le répétera pas assez. Et face à ces divergences qui séparent décidément Saïd Chengriha de la présidence algérienne et de Ben Ali, la succession du général-major Ammar Athamnia a été bloquée et gelée, et tout simplement puisqu'elle est remise régulièrement aux calendes grecques. Il faut savoir que le poste de CFT est un enjeu majeur pour la stabilité de l'institution militaire algérienne. Tous les chefs de cette institution sont passés par ce poste. Et ce vieux Saïd Chengriha a occupé ce poste de l'été 2018 jusqu'en mars 2020. Le défunt et emblématique chef d'état-major, ce Ahmed Gaïd Salah, a également occupé ce poste de 1994 jusqu'à 2004, avant son ascension comme premier patron de cette armée algérienne. Mohamed Al-Ammari, Yamin Zerwal, Khalid Nazzar,
tous des anciens patrons de l'état-major de cette armée nationale populaire sont passés aussi par ce poste, avant d'atteindre le sommet de la hiérarchie du pouvoir militaire algérien. C'est dire toute l'importance stratégique de ce poste de CFT, commandant des forces terrestres en Algérie. Et soulignant enfin le général-major Ammar Atamnia est né le 1er juillet 1950 à Haddada, dans la wilaya de Souq Ahras, une commune située au nord-est de Guelma et de Annaba. Il est aussi âgé ainsi de 72 ans. Et il a été promu au grade de général en 2002 et puis au grade de général-major en 2006. Mais dans cette guerre des clans, dans cette junte militaire, nous ramène en arrière en remontant le temps lorsque ce colonel, un certain Saïd Chengriha, mettait le nord de l'Algérie à feu et à sang. Ne pas faire partie de cette ALN, cette armée de libération nationale, celle qui a combattu les colons français durant la guerre d'indépendance, n'est pas la seule caractéristique du patron de l'armée algérienne. Non, il n'y a pas que cette caractéristique-là. Avant de devenir général en 1995 et d'être nommé à la tête des secteurs opérationnels de Sidi Bel Abbas et de l'Ouest algérois, ce Saïd Chengriha était un colonel connu pour ses méthodes très atroces. Dans son livre La sale guerre, le témoignage d'un ancien officier des forces spéciales de l'armée algérienne, un livre édité à la Découverte à Paris en 2001, Habib Souadia, ex-lieutenant algérien, raconte comment Saïd Chengriha, à l'époque colonel dans l'armée, durant la décennie noire, donc la décennie des années 90, brûlait des forêts, oui, il brûlait lui-même des forêts entières dans sa lutte contre les groupes islamistes algériens à partir de 1993 et jusqu'au grand massacre de civils entre 1997 et 1998. Décidément, c'est Saïd Chengriha qui accuse le Maroc des derniers sinistres de forêt en Algérie. Était de mars 1993 à décembre 1994 le commandant en second, puis par intérim du secteur opérationnel de Bouira, ce fameux SOB, rattaché au centre de commandement de la lutte anti-subversive, ce CCLAS. Ces crimes sont innommables et l'Akhdaria, une commune d'Algérie située dans le nord de la préfecture de Bouira, en Kabylie, en garde un mauvais souvenir. Et Habib Souadia nous ont dit ceci. L'été 1993 s'annonçait très chaud, mais il ne s'agissait pas des conditions climatiques. Le général Mjahed et le colonel Chengriha nous avaient donné l'ordre d'incendier avec de l'essence plusieurs montagnes près de l'Akhdaria et en Kabylie. L'Akhdaria était connu pour être un lieu de transit des groupes terroristes. Ils passaient par là pour se rendre en Kabylie, à Jijel ou dans l'est du pays. Le terrain très boisé facilitait leur déplacement. Il était impossible de voir quoi que ce soit par hélicoptère. Le feu allait non seulement les déloger, mais surtout dégager le terrain et nous permettre de voir de loin tout déplacement suspect. En raison des feux de forêt que nous avions allumés, la température atteignait parfois les 45 degrés centigrades.
des arbres centenaires brûlés. Ce désastre écologique n'a pas manqué de faire des morts parmi la population civile. Et en Kabylie, par exemple, 5 personnes ont trouvé la mort. En l'espace de 2 mois, des dizaines de milliers d'hectares de forêts de pâturage ont été détruits. Racontait Habib Souadia dans son livre qui a eu un fort retentissement. Les crimes donc de Saïd Chenghriha sont d'autant plus graves que l'Algérie ne possède en effet que 4 millions d'hectares de forêt, soit un taux de boisement de 1,74%, même pas 2%. Mon arrivée à l'Akhdariya en mars 1993 a coïncidé avec l'installation d'un nouveau commandant de secteur, le général Abdelaziz Mjahed. Mohamed Lamari avait décidé de créer des centres opérationnels de lutte anti-subversive, cette fameuse COLAS, qui regroupait plusieurs secteurs militaires. L'Akhdariya était ainsi rattaché au secteur opérationnel de Bouira et commandé désormais par le général Mjahed, secondé par ce colonel Saïd Chenghriha, ce que nous narre ici cet auteur. Il poursuit: j'ai eu à servir sous les ordres du colonel Chenghriha en personne en 1993 et 1994. Et j'ai témoigné dans mon livre La sale guerre, édité par La Découverte en 2001, des atrocités qu'il avait alors organisées contre nos adversaires islamistes et contre la population surtout. J'y relate également les sinistres exploits du général-major Ammar Athamnia, qui commandait à l'époque, avec le grade de colonel, le 12e régiment de paracommando, donc ce fameux 12e RPC, régiment paracommando, que j'ai appelé le régiment des assassins, et qui a été nommé en 2005 par Gaïd Salah, à la tête de la 5e région militaire, poste qu'il occupait encore en 2019. Ce que raconte Habib Souadia. Et dans son livre, Habib Souadia raconte aussi comment les chefs de l'armée et de la police politique contrôlent seuls le pouvoir et que depuis les années 1980, ils sont devenus une coupole mafieuse qui se partage des milliards de dollars de la corruption malgré le dénuement de la population. Il évoque également les luttes permanentes au sein du pouvoir. Celui-ci est resté uni autour de l'essentiel, la captation de la rente. Saïd Chenghriha est aussi coupable d'assassinat sommaire. Lors des 27 mois que j'ai passés à l'Akhdariya, j'ai été le témoin direct d'assassinats de ce type au moins une quinzaine de fois. Ceux qui pratiquaient ces exécutions sommaires étaient aussi bien des hommes de notre garnison que des officiers venus d'Alger. Parmi les premiers, outre les lieutenants que je viens de citer, il y avait des officiers du 25e RR, du DRS, de l'Akhdariya et du SOB. Je peux citer le commandant Ben Aïch, l'adjoint du colonel Chenghriha, le colonel Chenghriha lui-même et le commandant Ben Ahmed, qui a pris le commandement du 25e RR après le lieutenant-colonel Daoud, parti début 1994 pour faire l'école de guerre en Russie. D'Alger, oui, d'Alger, à partir d'Alger, venaient souvent des lieutenants et des capitaines du CPMI et des autres CMI, ayant recueilli dans
d'autres secteurs des renseignements sur des suspects de notre région. Ils venaient eux-mêmes les arrêter avec notre aide, puis ils les torturaient et les exécutaient. Ce que écrit Habib Souadia dans son livre. Depuis l'indépendance en 1962, le pouvoir militaire ne voulait ni construire un État, ni bâtir une économie durable, seulement édifier une économie de rente au bénéfice d'une véreuse nomenclatura et de ses réseaux clientélistes et neutraliser toute opposition possible. Plusieurs personnes ont été assassinées en mai et juin 1994 par les militaires de l'Akhdariya sur ordre des généraux avec l'accord du colonel Chengriha, alors commandant du SOB. Il s'agit des frères Braiti, des frères Bayri, de Farid Qadi, Fattah Azraoui, Abdelwahab Boujem'a, Mohamed Msaoudi, Mohamed Moutajir, Jamal Makhazni et des frères Boussoufa, avait évoqué l'auteur dans son livre riche en révélations. L'invariable libellé des communiqués de presse des organes du régime algérien en 1993, un nouveau massacre perpétré par un groupe islamiste armé est devenu en 2021, oui, est devenu en 2021, le Maroc est accusé de ce que vous savez. Mais la réalité est bien évidemment tout autre. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous. Néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, au travers de votre ce qui fait débat habituel ou tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et pour votre patience, mais surtout un grand merci pour votre participation, de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout de vos séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement et réciproquement en aidant votre chaîne Bled Magharibia, en vous y abonnant, très nombreux, afin d'être informés rapidement et surtout en partageant au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.